La saison 1985-1986 s'est terminée de manière dramatique pour les Los Angeles Lakers. La saison 1986-1987 est la 31e de la NBA si on nommait les 3 ans en ABA. L'équipe est menée par les 2 capitaines Kareem Abdul-Jabbar et Magic Johnson. Ils peuvent compter sur un effectif de qualité avec Michael Cooper, A.C. Green, Wes Matthews, Kurt Rambis, Byron Scott ou encore James Worthy. La force de l'équipe toujours coachée par Pat Riley est sa capacité à scorer dans les 3 secteurs du jeu. En effet, l'équipe est la meilleure de la ligue à distance, avec une moyenne de 36,7% de réussite. Elle peut aussi marquer dans la raquette, que ce soit en attaque placée avec Kareem Abdul-Jabbar ou encore en contre-attaque avec des dunkers de haut niveau comme Scott, Cooper ou Worthy. Enfin et surtout, elle peut marquer à mi-distance avec le fameux skyhook de Kareem Abdul-Jabbar ou le mid-range de James Worthy. L'attaque est orchestrée à merveille par Magic Johnson, qui au début de cette saison 1986-1987 va devenir, à la demande de son coach, un scoreur, en plus d'être un facilitateur de génie. Et pour couronner le tout, à la mi-saison, les Lakers effectuent l'opération qui va les placer au-dessus de la ligue. En effet, ils récupèrent l'ancien numéro 1 de la draft, Michael Thompson. Je vous promets de vous reparler de cette acquisition. Et pas du tout parce que ce nouveau pivot des Lakers est le père de Klay Thompson, la légende des Warriors de Golden State. « 1986-1987, c'est l'ère du basketball champagne. La ligue est au top. Au cœur de la rivalité revigorante entre Bird et Magic, elle peut aussi compter sur l'émergence de Michael Jordan et de toute cette classe de 1984. En ce début de saison, 22 futurs Hall of Famers foulent tous les soirs les parquets de la NBA. Magic Johnson, Kareem Abdul-Jabbar, James Worthy, Larry Bird, Michael Jordan, Kevin McHale, Robert Parrish, Moses Malone, Julius Erving, Isaiah Thomas, Dominique Wilkins, Charles Barkley, Hakeem Olajuwon, Clyde Drexler, Karl Malone, John Stockton, Alex English, Patrick Ewing, Joe Dumars, Chris Smalling et Dennis Rodman. Et je ne vous parle même pas des joueurs de talent comme Xavier McDaniel, Mark Aguirre, Dennis Johnson, Bill Walton, Michael Cooper, Dale Ellis ou encore le jeune rookie Chuck Person. La saison 1986-87 fut l'une des plus prestigieuses de l'histoire de la NBA. C'est aussi la dernière d'une des légendes de la NBA, Julius Erving, alias Dr. J, des Sixers de Philadelphie. Mais la Ligue a déjà son remplaçant, Michael Jeffrey Jordan, qui devient le 2e joueur de l'histoire après Wilt Chamberlain à inscrire plus de 3000 points sur une saison. Cette année-là, Tom Chambers des Seattle Supersonics remporte le titre de MVP au All-Star Game devant son public. Michael Jordan remporte son premier concours de dunk. Les Lakers dominent la conférence Ouest avec 10 victoires de plus que les Mavs de Dallas, du meneur Derek Harper et du rookie sensation Roy Tarpley. Le bilan est de 65 victoires pour 17 défaites. À l'Est, les choses sont plus serrées. Entre le premier, les Celtics, et le 4e, les Bucks de Milwaukee, il n'y a que 9 victoires de différence. Magic Johnson est le meilleur passeur de la NBA avec 12,2 passes décisives par match. Il finit MVP de la saison devant Michael Jordan et Larry Bird. Il termine dans la meilleure équipe de la saison. Sa mission d'être un scoreur se réalise puisqu'il passe de 18,8 à 23,9 points par match, soit sa meilleure moyenne en carrière. Pour la première fois, il termine dans le top 10 des meilleurs marqueurs de la ligue, puisque dès le début de la saison, Pat Riley a fait de lui la première option en attaque afin de reposer Kareem Abdul-Jabbar
qui approche la quarantaine. Mais le succès des Lakers n'est pas uniquement offensif, il est aussi défensif. En effet, Michael Cooper sera élu meilleur défenseur de l'année. Il termine dans la première équipe défensive de la Ligue. Tant mieux, les Lakers auront besoin de lui pour accomplir leur rédemption lors des playoffs. En parlant des playoffs, ils débutent le 23 avril 1987 et les Lakers débutent face aux Nuggets de Denver de Fat Lever. Les Lakers se débarrassent des Nuggets de Denver facilement, 3-0. Puis, ils dominent les Warriors de Chris Mullin par 4-1. L'autre finaliste de l'Ouest, les Supersonics de Seattle de Tom Chambers, ne font pas le poids, puisqu'ils sont balayés 4-0. Les Lakers se présentent en finale pour la 6e fois dans la décennie 80. Les Celtics, eux, qui possèdent avec Larry Bird et McHale 2 joueurs dans le 5 majeur de la saison, se défont des Bulls de Chicago de Michael Jordan, 3-0. Puis, ils se sortent du piège posé par les Bucks de Milwaukee de Jack Sikma, de Sidney Moncrief et de Terry Cummings en 7 matchs. Puis, les Bad Boys de Détroit passent tout près de les sortir en 7 matchs. C'est dans cette fameuse série où Larry Bird intercepte une mauvaise passe d'Isaiah Thomas et sert Dennis Johnson pour un lay-up. Le choc aura donc lieu entre les champions en titre et ceux qui veulent leur couronne, les Los Angeles Lakers. Les Celtics sont les champions en titre et ils ne sont pas prêts à lâcher leur trône. Savez-vous qu'ils auraient pu être encore plus redoutables s'ils n'avaient pas connu un véritable drame avant même le début de la saison? En effet, après avoir remporté le titre, ils possédaient le 2e choix de la draft de 1986, suite au transfert de Gerald Anderson en 1984 à Seattle. Une draft bourrée de talent, avec Ron Harper, John Williams, Roy Tarpley, Brad Daugherty, Len Bias, Chuck Person, Del Curry, le père de Steph Curry, Brad Sellers, John Salley, Scott Skiles, Arvydas Sabonis, Nate McMillan, Mark Price, Dennis Rodman, Kenny Skywalker, Alexander Volkov, Jeff Hornacek, mais aussi Dragan Petrovic. Une draft de haut niveau, mais qualifiée de maudite par certains. On y reviendra. Les Celtics ont donc l'embarras du choix. Les Cavs prennent le pivot très technique, Brad Daugherty, en première position, en provenance de l'Université de la Caroline du Nord. Les champions en titre, eux, choisissent un phénomène de l'Université de Maryland, Len Bias. Len Bias est un monstre. Len Bias est un phénomène. Len Bias est LeBron James avant LeBron James. Wembanyama avant Wembanyama. Len Bias est un franchise player, un ailier scoreur capable de défendre avec une grande efficacité sur les 2 postes d'ailier. Un garçon dont on dit qu'il a le potentiel pour être le meilleur joueur de la ligue. On dit même qu'il est déjà l'égal de Michael Jordan. Un athlète de malade doté d'un excellent jumper. Le remplaçant de Larry Bird avant l'heure. L'avenir de la franchise donc. On se dit que les Celtics vont régner sur le basket américain encore longtemps. Mais si cette draft est qualifiée de maudite, c'est à cause de la présence de Dragan Petrovic, tué dans un accident de voiture le 13 juin 1993. Mais aussi du sort dramatique de Roy Tarpley. Mais aussi, et surtout, à cause de Len Bias, le choix des Celtics. En effet, 48 heures seulement après la draft, le jeune prodige décède d'une overdose lors d'une fête chez des amis. Les Celtics auraient pu devenir la plus grande dynastie de l'histoire de la NBA sans ce drame. Qui sait? La stratégie des Lakers est d'attaquer Danny Ainge, tandis que les Celtics vont utiliser leur jeu en post-up via Kevin McHale pour cibler AC Green ou profiter de la lenteur de Karim Abdul-Jabbar pour le mettre en problème de faute. Les Lakers veulent détrôner les Celtics et pour y arriver, Pat Riley sait qu'il va falloir courir pendant 48 minutes et opérer en contre-attaque. Pour les Celtics, il faut ralentir le jeu rapide en transition des Lakers. Un jeu d'échecs se met en place.
Les Lakers remportent les deux premiers matchs, 126 à 113 et 141 à 122 respectivement. Le premier match est celui de Magic Johnson, qui enregistre 29 points, 13 passes, 8 rebonds et aucune perte de balle. 0. Contrôle total du tempo du match. Savez-vous à quel point c'est difficile de ne perdre aucun ballon dans un jeu de Showtime aussi risqué? Une masterclass en termes de gestion du jeu. James Worthy récolte 33 points et 9 rebonds. Le fast break des Lakers est trop fort pour les Celtics qui sont menés de 15 unités à la mi-temps. Le second match est celui de Michael Cooper qui rentre 6 paniers à 3 points en sortie de banc. Magic distille 20 passes décisives et inscrit 22 points, un gros double-double. Au troisième match, les Celtics font un ajustement déterminant. McHale défend sur Worthy. Les Celtics remportent la victoire sur le score de 106 à 103. Grâce à un énorme double-double, 32 points et 12 rebonds de Larry Legend Bird. McHale ajoute 21 points et 13 rebonds et maîtrise Worthy en défense. Big James termine avec 13 petits points et 3 petits rebonds. Le quatrième match est une bataille épique qui mériterait une émission à lui tout seul. C'est ce match que Magic Johnson gagne grâce à un baby hook sur la tronche de Kevin McHale. Souvenez-vous. Magic finit avec 29 unités. Les Lakers l'emportent sur le terrain de Boston sur le score de 107 à 106, en dépit d'un grand match de Kevin McHale, 25 points et 13 rebonds. Les Lakers mènent désormais 3-1 à une petite victoire du titre. Déterminés à ne pas laisser les Lakers célébrer leur titre sur leur parquet, les Celtics fournissent leur meilleur effort au Game 5. Ils contrôlent le match du début à la fin. Danny Ainge inscrit 5 paniers à 3 points. Les Celtics écrasent les Lakers 123 à 108, malgré un grand match de Magic Johnson avec 29 unités, 12 passes décisives, 8 rebonds et 4 interceptions. Les Celtics provoquent un match 6, do or die, sur le terrain des Lakers. Mais pour être champion, les Celtics vont devoir gagner 2 fois de suite dans la forteresse imprenable d'Inglewood, le Forum. Les Los Angeles Lakers doivent gagner un des 2 matchs à la maison pour être sacrés champions. Ça tombe bien, ils sont invaincus à domicile dans ces playoffs. Le coach Pat Riley a déclaré que si les Lakers laissaient échapper ce titre, ce serait une humiliation publique. Mais Casey Jones, le coach des Celtics, a un plan pour battre les Lakers, cibler défensivement le power forward AC Green. Quant aux Lakers, ils cibleront Danny Ainge, qui est embêté par une douleur à la cheville. Les match-ups sont légendaires. Les Celtics optent pour Danny Ainge en défense sur Magic Johnson, Dennis Johnson sur Byron Scott. Les Lakers préfèrent Magic Johnson sur Dennis Johnson, Scott sur Ainge. Les duels sur le front court sont plus classiques. Worthy sur Bird, Green sur McHale, Jabbar sur Parrish. Les Celtics pourront-ils compter sur la contribution de Bill Walton, comme la saison précédente contre les Rockets de Houston, où il a été exceptionnel face à Ralph Sampson et Hakeem Olajuwon. Mais les Lakers ont sur leur banc 2 armes exceptionnelles. La première s'appelle Michael Thompson, pivot, ailier fort, défenseur, rebondeur hors pair et scoreur au poste, solide. La deuxième arme est ni plus ni moins le défenseur de l'année, Michael Cooper. Le match commence tambour battant. Les Celtics contrôlent la première mi-temps en gardant le MVP de la saison, Magic Johnson, à 4 petits points. Il est dominé par le point guard des Celtics, Dennis Johnson, qui inscrit 18 unités à la pause. Boston mène 56 à 51 à la mi-temps. Mais en deuxième période, les Lakers sont plus agressifs. Magic commence par un post-up et une merveille de lay-up sur la tête des Bostoniens. Riley fait vite rentrer Michael Thompson à la place de Jabbar, 2 minutes seulement
après le lancement du troisième quart-temps. La défense des Lakers se resserre. Thompson défend dur sur McHale qui n'arrive plus à s'approcher de la raquette et qui ne contrôle plus le rebond. La présence de Thompson sur le terrain permet aux Lakers de conserver l'énergie de Jabbar pour des moments précis où le scoring est requis. Dès le début de la deuxième mi-temps, la présence de Thompson semble déterminante pour la victoire des Lakers. Le mec contrôle le rebond et contrôle la peinture. Mieux, il est intimidant pour McHale, Parrish ou même Walton. Mais attends un instant, je vous avais promis de vous reparler de Michael Thompson. Bon, le 14 février 1987, Jerry West va écœurer la ligue en faisant l'acquisition de Michael Thompson. À ce moment, il est de notoriété publique que les Lakers ont peut-être une faiblesse à l'intérieur, avec les 40 ans de Jabbar et le déficit de taille d'A.C. Green. Or, l'une des forces des Celtics justement, c'est l'avènement de Kevin McHale, le meilleur joueur au poste que j'ai jamais vu de ma vie. Cette année-là, Kevin McHale est élu dans le meilleur 5 de la saison. Autrement dit, il est en forme. Et souvenez-vous, je vous disais que les Celtics pensaient pouvoir battre les Lakers en ciblant A.C. Green. Mais Riley va alterner l'utilisation de Thompson à la place ou à côté de Jabbar. Il va défendre tantôt sur McHale, tantôt sur Parrish. Mais qui est ce mec? Thompson est une machine de double-double et surtout l'un des meilleurs défenseurs au poste de la ligue. Un mec qui peut être titulaire dans n'importe quelle équipe, mais qui sort du banc pour les Lakers. Si vous me suivez, les deux meilleurs défenseurs des Lakers viennent du banc. Un cauchemar pour la second unit des Celtics de Boston. Mais comment est-il arrivé aux Lakers à l'intersaison? Riley l'a toujours dit à Jerry West. S'il arrive à faire venir Ralph Sampson aux Lakers, il garantit le titre NBA. Mais Ralph Sampson est trop souvent blessé. Et Jerry West a mieux. Il a en tête un intérieur originaire des Bahamas, drafté par les Blazers de Portland en 1978 et qui vient d'être tradé aux Spurs, qui n'ont pas l'intention de le garder car ils ont déjà dans leur effectif Artis Gilmore et viennent de drafter Kevin Duckworth. Cet intérieur se nomme Michael Thompson. Pour l'obtenir, Jerry West a une idée, l'usure. Au départ, le propriétaire des Spurs, Angelo Drossos, veut un joueur majeur en échange de Thompson. Le nom qui vient sans cesse est celui justement de Michael Cooper. Pas question pour les Lakers de céder leur meilleur défenseur. West négocie pendant un mois avec les Spurs jusqu'au 14 février 1987 où le deal est conclu. Le deal, Thompson en échange d'un premier tour de draft, d'un second tour de draft, de deux joueurs marginaux au nom imprononçable, Frank Brickowski et Peter Gudmundsson, et d'une compensation financière dont les détails n'ont jamais été révélés. Les Lakers dominent la NBA. Pour vous donner une idée de cette domination, avant l'acquisition de Thompson, les Lakers et les Celtics ont le même bilan, 37 victoires et 12 défaites. Les Lakers finissent la saison sur une série de 23 victoires et seulement 5 petites défaites. La ligue est écœurée. Larry Bird, qui comprend que ce move va compromettre leur plan d'attaquer les Lakers à l'intérieur, déclare ceci. Si San Antonio avait besoin d'argent, nous leur aurions envoyé de l'argent. Mais aller aider les Lakers comme ça, c'est tout simplement horrible. Revenons à ce match décisif. Au troisième quart, les Lakers reprennent le lead, 57-56, après avoir effacé un déficit de 9 unités. À partir de cet instant, on va assister à une leçon de Showtime. Les Lakers ne lâcheront plus l'affaire. La défense de Cooper sur Bird permet de contrôler ce dernier qui finira le match à seulement 16 petits points. Les Lakers gagnent le troisième quart-temps 30-12. Le reste n'est qu'une formalité. Ils remportent la victoire 106-93. Jabbar inscrit 32 points dans ce match, Worthy 22. Mais c'est surtout la présence de Thompson qui permettra aux Lakers de remporter ce match. Le Bahaméen qui joue 37 minutes inscrit 16 points en sortie de banc. Il prend 9 rebonds et détruit McHale en défense. Il fait échouer le plan des Celtics de jouer en priorité sur la faiblesse des Lakers, à savoir A.C. Green. De plus, il permet à Jabbar de se reposer et d'être efficace au moment clé. Il apporte aussi une dimension physique à l'équipe. Enfin, en attaque,
il met pas riche en problème de faute. Quant à Magic Johnson, il finit avec 16 points, 8 rebonds, 19 passes décisives, 3 interceptions et 1 contre. Il est élu MVP de la finale. La deuxième mi-temps de ce 6e match est la quintessence de ce qu'était le Showtime des Lakers. Cette équipe des Lakers sera élue parmi l'une des 10 meilleures de toute l'histoire. 1987 sera la dernière rencontre de ces deux équipes en finale NBA, jusqu'en 2008 et ensuite 2010. Lakers tout le temps, la chaîne francophone des Lakers reviendra sans doute un jour sur ces deux séries, 2008 et 2010.